Nous partons cette semaine dans une commune nichée entre collines et forêts à l'est des Vosges. Le village de Bifontaine compte quelques 400 habitants et appartient à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Derrière son apparente tranquillité, il cache une riche histoire, notamment liée à un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale avec la libération du village par des soldats venus d'Hawaï. Mais Bifontaine, c'est aussi une vie locale bien vivante, des passionnés de culture, des projets agricoles à taille humaine et une dynamique de territoire. Focus dans un premier temps sur l'exploitation Les Sources Folles à la rencontre d'Agnès Ledigue, écrivaine, et Emmanuel Gérard, éleveur. En fin d'émission, découverte de l'association Au Cœur des Livres avec sa présidente Cathy Etienne. Mais pour débuter, Denis Henry, nous sommes avec vous. Vous êtes le maire de ce village depuis 2001. Alors vous étiez conseiller municipal avant, on y reviendra. Maire depuis 2001, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager et surtout de continuer aussi longtemps? Je suis enfant du pays, donc c'est ça qui m'a motivé pour devenir maire. Et puis j'ai quelques amis aussi voilà, qui sont les enfants du pays. On a voulu créer une liste dynamique et partir dans cette aventure ensemble. Partir dans cette aventure, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on se sent bien ici à Bifontaine? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'installer peut-être à Bifontaine aussi? C'est un village un peu avec des habitations dispersées, donc paisible, au calme. Donc je pense que Bifontaine a tous ses atouts pour attirer les jeunes couples et les habitants. Une proximité aussi avec peut-être certaines villes, le bassin d'emploi où travaillent majoritairement les actifs de Bifontaine? Alors on est à 20 km de Saint-Dié-des-Vosges, on est à 23 km de Gérardmer et on est à 34 km d'Épinal. Donc on est pas mal situé, on est bien centré pour ce qui concerne le travail, les soins. Il y a Bruyères et Corcieux qui ne sont pas très loin. Alors vous parliez tout à l'heure d'installation de jeunes couples éventuellement. Pour cela, ça passe aussi par une école, forcément, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est un RPI ici. Alors on est en RPI avec la chapelle devant Bruyères, les Poulières. C'est important de conserver pour vous aujourd'hui une école dans un village? L'école c'est la vie. On va se battre pour pouvoir conserver nos écoles, malgré que l'éducation nationale commence à resserrer les taux. À côté de cette école, forcément une vie de village, des associations, les parents d'élèves notamment, mais pas que. C'est important de conserver aussi ce tissu associatif. On a la chance d'avoir un très bon tissu associatif. On a quelques associations qui marchent très bien. Consommateurs qui, elle, est le trait d'union entre producteurs et consommateurs. Et tous les 15 jours, les gens viennent rechercher leurs commandes et profitent d'ouvrir le bar à ce moment-là pour que les gens puissent discuter et voilà, et raconter, refaire le monde peut-être des fois. À vous entendre, on peut dire que ça va chez vous à Bifontaine? On pourrait être beaucoup plus mal. Mais je pense qu'on est très bien à Bifontaine, oui. Un village où il fait bon vivre. Un village où il fait bon vivre. Alors est-ce qu'on peut encore venir s'installer s'il fait bon vivre? On peut encore venir s'installer, il nous reste encore quelques parcelles disponibles et on est en train de se battre pour pouvoir acquérir une douzaine de maisons, on va dire, entre 12 et 15 maisons. Et on va se battre pour pouvoir avoir ces parcelles-là. Le village a une histoire forte aussi liée à la Seconde Guerre mondiale, je le disais très rapidement en introduction. C'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut faire perdurer, il faut transmettre aux générations futures. On a régulièrement des Américains qui viennent se rendre sur le lieu des faits de guerre, c'est-à-dire à la borne 6, là où il y a eu un bataillon perdu, des Texans qui se sont fait encercler par les Allemands, et qui ont été libérés à leur surprise, à leur très grande surprise, par des Nippons appelés les Nisei, c'est des générations japonaises. C'est un des bataillons qui est le plus décoré d'Amérique. C'est un des bataillons, grâce à cette bataille, qui a réussi à obtenir la 50e étoile sur le drapeau américain. Donc Hawaï est devenu américain. Bifontaine a été pour les Américains une des 10 plus rudes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2001, vous êtes maire, on le disait. Est-ce qu'il y aura un prochain mandat pour vous? En tout cas, est-ce que vous vous représenterez aux élections qui approchent? Alors je me représenterai en 2026. Quelles sont les priorités pour vous dans le village aujourd'hui? On va travailler sur l'énergie,
parce que voilà, il faut chauffer tous ces bâtiments là, donc on va travailler sur l'énergie. On a encore des anciennes chaudières fuel et on va aussi peut-être s'orienter sur du photovoltaïque pour la consommation d'énergie. On suivra tout ça. Merci beaucoup Denis pour votre accueil ici à Bifontaine. Nous partons maintenant découvrir une ferme pas comme les autres qui allie agriculture biologique, petits fruits et littérature. Aux sources folles se mêlent agriculture et littérature. Agnès Ledigue est écrivaine, Emmanuel Girard éleveur. Ils se sont lancés dans l'aventure de l'élevage de chèvres de Lorraine et font depuis peu de la transformation. Agnès, elle, continue d'écrire Portrait. Agnès, Emmanuel, merci de nous accueillir à la ferme alors. Les sources folles, hein, c'est ça le nom. Emmanuel, vous êtes ici au quotidien avec une vingtaine de chèvres, alors accompagné d'Agnès bien sûr, des petits fruits aussi, un potager. C'est un projet global. Parlez-nous un petit peu de cette ferme à échelle humaine. Ça fait 5 ans qu'on est arrivé à Bifontaine. C'était une ancienne ferme, tout le monde connaît au village la ferme Anxiona. Nous, on est reparti sur d'autres bases. On a construit un bâtiment pour installer un élevage de chèvres et planter des petits fruits il y a 3 ans. Le bâtiment, lui, il y a 2 ans. Pourquoi des chèvres et pourquoi des chèvres lorraines surtout? Alors, j'ai une petite surface agricole. J'ai toujours été passionné par l'élevage, la production laitière aussi. Je ne pouvais pas vraiment m'installer avec un élevage de vaches laitières. Et la production laitière, la consommation de lait de chèvre, de produits de chèvre est en plein développement. Et voilà, je suis parti sur l'élevage de chèvres. Et la chèvre de Lorraine parce que depuis toujours, j'étais inséminateur longtemps, j'ai été passionné par la génétique et notamment par les races en voie de disparition notamment. Et je ne connaissais pas la chèvre de Lorraine, donc je me suis dit, en la découvrant, bah, voilà, c'est fait pour moi, on s'est rencontrés, quoi. Voilà. Un moyen de sauvegarder cette race Et de la promouvoir aussi, oui, de la sauvegarder, de la promouvoir, de la mettre en avant, de faire parler de son territoire, quoi. Alors Agnès, vous êtes aux côtés d'Emmanuel pour la partie ferme. Alors, vous avez fait des études d'agronomie. Ensuite, vous avez été sage-femme. Vous écrivez aussi à côté. Finalement, c'est un joyeux mélange, tous ces métiers. Oui, et je reviens à mes premiers amours parce que l'agronomie, c'était ma première formation. Le côté sage-femme, lactation, il y a des petits points communs, même si Emmanuel s'occupe plutôt des naissances parce que parfois c'est un peu technique. Hein. Mais ouais, c'est un joyeux mélange, mais je me suis laissée porter par la vie et puis elle nous a amenés là et j'arrive à mélanger les deux métiers. Alors, il y a de la transformation, bien sûr, Emmanuel, avec ces chèvres lorraines. Qu'est-ce que vous transformez? Tout sur place, hein, parce que maintenant, vous avez aussi construit un laboratoire. Oui, ça fait depuis cette année simplement qu'on transforme. J'ai simplement une dizaine de chèvres en production pour l'instant. Donc, ça représente un tiers de la capacité à l'avenir. On transforme en fromage lactique affiné, frais, affiné, des yaourts aussi, dont on parfume parfois les yaourts aux brisures de bonbons pour avoir des parfums différents. Des parfums locaux. Voilà, la bergamote et puis le sapin frais. Alors vous êtes en bio, en agriculture biologique, c'est un engagement fort. J'ai envie de dire Agnès, quand on vous connaît un petit peu, c'est finalement une voie tout à fait naturelle pour vous. Il n'y a pas eu la réflexion ne s'est pas posée en fait. Absolument pas, c'est une évidence et on est sur la même longueur d'onde depuis qu'on se connaît. Et évidemment le bio, promotion de la biodiversité, on met en place plein de choses, on creuse des mares, on va planter 400 mètres de haies cet hiver. On a besoin de faire revenir la vie et de l'entretenir et de la promouvoir. Alors vous vivez ici, vous écrivez ici, vous travaillez ici, à Bifontaine, le cadre, l'environnement, est-ce qu'il y a une influence sur votre écriture ? Bah moi, je ne pourrais plus me passer de la nature. C'est quand je fais des séjours en ville à Paris où j'ai très envie de rentrer et c'est très inspirant. En fait, on me demande, mais vous écrivez l'hiver, comment vous faites? J'écris tout le temps parce que j'écris dans ma tête, même en grattant la terre, en faisant le fromage. Je réfléchis à mes histoires à ce moment-là. Et effectivement, j'écris l'hiver parce que c'est un petit peu plus calme au niveau de la ferme. Alors actuellement, vous en êtes. Alors, le dernier livre est sorti en janvier. Dites-nous un petit mot quand même. Alors, Répondre à la nuit, c'est un peu dans le domaine de la chasse. C'est une plongée dans la forêt. Et je montre comment, en tant qu'humain, on peut cohabiter avec la forêt, soit la dominer, se soigner avec. Enfin, il y a différents personnages avec des caractères très différents.
Et il y a un petit côté enquête quand même, hein, puisqu'on découvre un cadavre dans la forêt au deuxième chapitre. Ça, j'avais envie de développer ça un petit peu. Mais c'est vraiment une plongée dans la nature. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est les lectrices et les lecteurs qui le lisent et qui me disent « je l'ai fermé en ayant envie de me promener dans la forêt ». Et donc là, maintenant, vous allez réécrire, l'hiver arrive. L'hiver arrive. Alors, je suis encore en train de terminer le potager. D'ici novembre, je devrais pouvoir me mettre à l'écriture. On peut pas en savoir plus sur cette écriture. Ah, ça restera pas loin de la nature. Alors, il y a les petits fruits. Vous avez quand même, c'est vous qui gérez plus cet aspect-là aussi. Oui, tout à fait. Alors, les petits fruits, c'est pas comme l'élevage où on peut intervenir plus tard en fonction de la météo aussi. Il y a chaque saison a ses activités, mais c'est plus souple quand même. Oui, l'hiver, il y aura la taille, voilà. Mais c'est la seule chose vraiment importante. Les petits fruits, justement, quels sont-ils? Alors, principalement du bluet, et puis un petit peu de camerise et d'amélanche. L'idée, c'est de transformer aussi à l'avenir. Alors, vente en frais pour le bluet, et puis de la transfo en confiture pour camerise et amélanche. Puis mélanger un petit peu les parfums pour faire découvrir, comme on a un gîte. Les gens du gîte aiment bien voir les produits, l'élevage, les fruits, les confitures, c'est un mélange, quoi, donc ça plaît beaucoup. Et on aime bien surprendre aussi, quoi. Partager, surprendre, on sent que voilà, ici c'est un lieu que vous avez construit, façonné à votre image en quelque sorte, avec cette envie de nature, de culture, de partage, Agnès, en quelque sorte. Exactement, et de transmission. Parce que quand on a des clients dans le gîte, on leur propose une visite de la ferme, donc le jardin, l'élevage, les petits fruits, et on leur explique que c'est possible, qu'on peut faire de l'agroécologie, que ça fonctionne. Un mot peut-être sur le nom du site, les sources folles, pourquoi? Les sources folles, ce sont des petites résurgences au printemps d'eau dans les champs qui arrivent vraiment qu'au printemps, et ça s'appelle les sources folles. Et on en a un petit peu dans les champs, dans la forêt, et les sources, c'est très classique, c'est déjà pris partout, et on s'est dit, en plus on est un petit peu fou de faire ce projet-là à plus de 50 ans, donc on s'est dit les sources folles, ça nous correspond bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir partagé un petit bout de cette histoire. Un grand merci de votre accueil. On reste dans le domaine de la culture, mais avec une autre forme d'engagement, puisque nous partons découvrir la bibliothèque du village. Une bibliothèque est à la fois un lieu de rencontre, d'échange, de partage et de lecture, bien sûr. Dans le village, l'association Au cœur des livres s'en occupe depuis 10 ans, un lieu devenu incontournable. Cathy, merci de nous accueillir à la bibliothèque de Bifontaine. Alors, depuis quand l'association Au cœur des livres, qui gère ce lieu, existe? L'association existe depuis 2010 et on est dans ces lieux ici depuis septembre 2012. Un petit espace, mais avec beaucoup de livres quand même. Combien de livres vous avez? Il y a à peu près 1600 livres qui appartiennent à l'association et ils sont complétés par des livres qui viennent de la médiathèque départementale des Vosges. Donc il y a à peu près entre 700 et 1000 livres suivant les périodes. Alors comment ça se passe justement pour l'acquisition des livres? Alors il y a la partie que vous achetez avec la bibliothèque, la partie que vous prête la médiathèque départementale, c'est ça? Comment on fait son choix déjà pour ceux qu'on achète? Eh ben, on y va beaucoup par rapport à l'actualité, par rapport aussi à ce qui est demandé par nos lecteurs. Puis bon, il y a ce qui marche. On ne peut pas passer à côté de Mortel Adèle, on ne peut pas passer à côté d'Agnès Lédic, on ne peut pas passer à côté de Michel Bussy ou de DBT de Garfield. Voilà. Il y a des incontournables. Il y a des incontournables, tout à fait. Et alors pour la partie près de la médiathèque départementale, comment ça se passe? Il y a un renouvellement tous les combien de temps? On a d'une part les échanges qui sont 3 fois dans l'année à peu près. Et donc là, on se déplace à la médiathèque d'Étival, puisque à la médiathèque d'Étival, il y a une succursale, on va dire, de la médiathèque départementale des Vosges. Et donc là, on fait un choix d'environ 300 ouvrages qui nous sont là apportés après. Et eux, ils vont récupérer à peu près aussi entre 300, 400, 500 livres d'ici pour faire un roulement. Et à côté de ça, on a des livres qu'on réserve en ligne sur le catalogue de la médiathèque départementale des Vosges et qui nous sont livrés tous les mois. Et là, nous, on rend par contre les livres qui sont demandés par d'autres médiathèques. C'est vraiment le réseau qui fonctionne. C'est le réseau 134 bibliothèques et médiathèques dans ce réseau c'est ça. médiathèques. Donc voilà, ça tourne. L'idée, c'est que tout le monde puisse avoir les livres. Oui, et puis assez vite, parce que c'est vrai que si on n'a que les échanges, 3 dans l'année, il y a des livres, on va les garder trop longtemps pour les autres médiathèques ou bibliothèques. Il faut que tout le monde puisse avoir des choses régulièrement, rapidement.
Quelle place elle occupe, cette bibliothèque, dans le village? Est-ce que vous sentez vraiment qu'elle est, c'est devenu un lieu d'importance, un lieu qui est important? C'est vrai que la bibliothèque, maintenant, ça fait partie des associations et des lieux qui sont, je ne veux pas dire incontournables, mais bon, on est quand même référencés. On a des animations qui font que la bibliothèque, c'est pas que l'échange de livres aux heures d'ouverture, voilà. Qui vient ici? Au départ, on avait ouvert essentiellement pour les habitants du RPI, donc les 3 communes de Bifontaine, Les Poulières et La Chapelle. Puis maintenant, c'est étendu. On a des gens qui viennent de Fraise, on a des gens qui viennent de Laveline de Vambruyères. Autant des enfants que des adultes? Alors, on a un peu plus d'enfants que d'adultes, mais voilà, après, voilà, on a un peu plus d'une centaine d'inscrits et une bonne moitié, c'est les enfants quand même. Alors vous organisez aussi des événements autour du livre, parce qu'aujourd'hui, vous le disiez, la bibliothèque n'est plus qu'un lieu de prêt, c'est vraiment un lieu d'échange, de partage, un lieu de lien social en quelque sorte. Complètement. Alors nous, on a plusieurs animations. Alors une qu'on fait tous les ans, on a créé le prix du livre de Bifontaine. Et donc en fait, là, on a une des bénévoles qui fait une sélection de livres sur une thématique pour que ça soit un peu cohérent les livres. Donc en général, il y a 6 livres à lire sur une année et les lecteurs qui participent à ce prix se réunissent, débattent entre eux, échangent de pourquoi celui-ci, pourquoi pas celui-là. Et donc tous les ans, il y a un prix du livre qui est désigné. Et sinon, on a des ateliers créatifs souvent. On a aussi, on achète des livres, donc il faut en enlever de nos rayons. Et donc ceux-là, une fois qu'on les a enlevés, on les vend au vide-bibliothèque. En général, c'est au mois de juin. On fait aussi les rencontres avec. Donc c'est en ce moment. Ouais, c'est en ce moment. Voyager autrement. Voyager autrement, voilà. Donc nous, on a un atelier qui est prévu le mercredi 12 novembre. C'est Voyager avec les nuages. Donc c'est un atelier créatif qui est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. Donc on peut avoir une bibliothèque qui fonctionne dans le milieu rural. Complètement. Ah mais alors complètement. C'est sûr qu'il faut s'investir. Hein. On est 10 bénévoles. Qui sommes là pour les permanences, pour les activités, pour les échanges de livres, tout ça, ça demande du temps, mais c'est gratifiant. C'est gratifiant et puis ça fait vraiment vivre le village. Alors une bibliothèque qu'on peut venir découvrir quand pour les habitants qui ne sont pas encore venus pousser les portes de cette bibliothèque? Alors pour les habitants et tous les autres, c'est ouvert les mercredis et les vendredis de 17h à 19h. On reviendra alors. Merci mais avec plaisir. Cathy, pour votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine sur Bauche Télé. À bientôt.